transformer une contrainte légale en véritable opportunité humaine et économique. On a déjà commencé à avoir des bribes de réponses avec nos intervenants précédents. On va continuer à en discuter avec Massimo Pellegrino. Il est fondateur de Massimo et ancien restaurateur. Massimo, c'est Massimo avec TS, c'est une structure, et il va nous en parler, de conseil, de coaching aussi en inclusion. C'est lui qui a fait de l'inclusion des personnes en situation de handicap sa raison d'être professionnelle, et il va partager avec nous son parcours. Loin des discours convenus, vous allez le voir, sa méthode, elle est très concrète pour faire de la différence un atout collectif. Il va nous raconter aussi, et il le fait bien, pour en avoir discuté déjà avec lui, je le sais, des parcours singuliers qui enrichissent durablement les équipes, qui enrichissent aussi la performance des entreprises. Une conversation que je vous promets sans filtre, nourrie d'exemples de terrain. Je me réjouis d'accueillir avec vous sur scène à mes côtés, et ça sera de ce côté-là, Monsieur Massimo Pellegrino, s'il vous plaît. Bonjour Massimo. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, ça va très bien. Alors Massimo et Massimo, évidemment à l'écrit on voit la différence. Il y a le Massimo et puis le Massimo, oui, M-O-T-S. Et d'ailleurs, pourquoi elle s'appelle Massimo, votre agence de consultance et de coaching en inclusion? Parce que la personne qui s'est occupée de ma communication m'a dit mais ton prénom est connu un peu dans le monde de l'inclusion, faisons un rappel et un jeu de mots, et je trouvais ça assez sympathique. Alors, on va revenir sur votre parcours qui est effectivement assez atypique. Je l'ai dit, vous êtes un ancien restaurateur et vous avez vécu des tas d'aventures. On en a discuté ensemble. Je voudrais comprendre à quel moment l'inclusion et toute cette dimension a pris une place prépondérante dans votre vie professionnelle, avec cette conviction forte que vous portez. On le mesure quand on discute avec vous, qu'une personne en situation de handicap, non seulement elle a toute sa place dans l'entreprise, mais elle peut aussi y apporter une richesse Clairement. En plus, un petit quelque chose en plus, comme dirait l'autre. Oui. Mais donc je démarre comme mon parcours professionnel comme restaurateur, très soucieux du détail et de l'expérience du client. N'hésitez pas à parler bien dans le micro, Massimo. Voilà. Et je découvre que je développe un management dans lequel où j'aime que les personnes deviennent meilleures que moi par rapport à leur qualité. Et donc, après, tout vient se rejoindre en 2018, dans lequel je participe à la création d'un restaurant dans lequel le service en salle, la plonge et l'entretien des locaux est géré totalement par des personnes porteuses de handicap. Et là, c'est pour moi une révélation, parce que je me rends compte que non seulement j'aime les former et utiliser leur qualité, leurs compétences, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui. J'aime atteindre des objectifs impensables, mais qu'au final, ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer en termes d'objectifs atteints. Et donc, on se retrouve au final avec une expérience client nettement supérieure à la norme, parce que je pense que par rapport à la masse et dans un secteur qui est très compliqué surtout, on a de la motivation et de la volonté de bien faire. Ce qui manque cruellement, je pense, de nos jours dans ce secteur-là. Alors aujourd'hui, et on va essayer d'être très concret, quand une entreprise vous appelle, comment est-ce qu'elle exprime son besoin d'accompagnement et comment est-ce que, parce que j'imagine que ça c'est une situation que vous avez déjà dû rencontrer plusieurs fois, comment est-ce que vous arrivez à décoder, à faire la différence entre une démarche d'inclusion qui est portée de manière sincère et un alibi marketing? Tiens, ça serait intéressant d'avoir 1, 2, 3 personnes en situation de handicap et de pouvoir communiquer dessus. Alors, le premier rendez-vous est primordial dans le sens où c'est moi qui vais les écouter et écouter leurs questions. Si les questions se portent... Déjà, j'écoute si l'entrepreneur me parle de son équipe, déjà.
Est-ce que une des questions qui pour moi est fondamentale quand on intègre une personne porteuse de handicap, c'est qu'est-ce que ça va changer dans mon équipe? Donc là, il y a un souci de l'humain déjà. Il y a le fait de penser à est-ce qu'il faut adapter quelque chose? Alors moi, j'aime que ce soit le minimum, parce que justement, si on veut démontrer quelque chose, autant le démontrer en créant un environnement de travail qui est similaire pour tout le monde. Donc pour moi, ça c'est vraiment des points clés. Et si j'arrive dans cet entretien à ce que ce soit moi qui évoque tout ce qui est contractuel et avantageux, je pense que c'est bon. Ouais. Ça vous est arrivé de dire non? Oui. Non, vous n'êtes pas prêt, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne manière de faire, je vous sens pas. C'est pas forcément pour le côté marketing, mais c'est parce que l'environnement ne permet pas d'intégrer, parce que trop stressant, légèrement malsain par exemple, face à des personnes qui sont très sensibles et des éponges, c'est très problématique. Quels sont, Massimo, les objectifs clés de l'accompagnement que vous proposez aux entreprises et comment est-ce qu'ils se déploient dans le temps? On est sur un pas de temps de 6 mois, même si on en reparlera, pour vous, ce n'est pas suffisant. On a besoin de poursuivre, d'avoir quelques piqûres de rappel. Mais voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent, ça se passe comment une démarche d'inclusion d'une personne en situation de handicap et comment est-ce que vous vous tenez à la fois aux côtés du chef d'entreprise, mais aussi de la personne à accompagner, à intégrer? Donc il y a plusieurs volets. Le délai de 6 mois est cohérent pour l'intégration. Après, il demande quand même un suivi plus ponctuel, mais les 6 premiers mois sont primordiaux. Il y a avant tout l'accompagnement dans la partie administrative pour l'entreprise, qui, moi je viens de Belgique, en France je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est assez tortueux. Et les informations se trouvent à différents endroits, et donc il est compliqué de les centrer pour l'entrepreneur. Ensuite, il y a l'accompagnement du candidat, mais également l'accompagnement de l'équipe en place, qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que, je veux dire, si on prend une équipe et on dit aujourd'hui nous allons intégrer une personne porteuse d'autisme, il y a des centaines de questions qui vont fuser et d'inconnus. Et ensuite, je désigne un mentor dans l'entreprise, en tout cas au début, qui va être la personne de référence pour le candidat qui intègre l'entreprise. Donc c'est un ou une collègue qui sert de tuteur, c'est voilà. Ça? C'est l'idée? Il ne va pas lui tenir la main, mais ça va être la personne qui va pouvoir répondre à ses questions. Et à ce moment-là, le mentor, je le forme vraiment précisément à ça. Alors, je vais me permettre la pirouette, puisque vous avez été un restaurateur, vous me l'accorderez. C'est quoi la recette? C'est quoi les ingrédients pour une intégration réussie, au-delà de tout ce que vous avez déjà pu nous amener, d'une personne en situation de handicap dans une entreprise? On a parlé de travailler avec le boss, travailler avec l'équipe, créer des conditions, ou en tout cas s'assurer que les conditions ne sont ni stressantes, ni malsaines, sont des mots que vous avez employés. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte et est-ce qu'on peut donner des exemples? Alors, pour moi, déjà, il faut jamais utiliser l'alibi. Je veux dire, toute personne intégrant une entreprise peut se tromper au début, et c'est le cas aussi d'une personne porteuse de handicap. Il faut garder les mêmes objectifs qu'on aurait pour une personne qui intègre l'entreprise. Ce que j'aime à dire, c'est, on en a parlé tout à l'heure, je crois que c'était Jérémy qui en a parlé, c'est le chemin qui va être différent. Mais l'objectif sera le même. Et il faut être conscient des difficultés que peut avoir cette personne. Mais j'aime à croire que nous avons le pendant positif de nos défauts et le pendant négatif de nos qualités. Et que donc, ces difficultés peuvent être utilisées pour en faire une force. C'est ça. Et ce qui est intéressant, pour en avoir discuté avec vous aussi, c'est de voir tout le soin, toute l'attention que vous mettez à distinguer ce qui relève du handicap
de ce qui relève d'autres facteurs dans le chef de la personne que vous intégrez, en tout cas que vous contribuez à intégrer au sein d'une entreprise. On ne se cache pas derrière des justifications qui ne sont pas les bonnes. C'est ça? Non, parce que c'est un peu le risque, c'est de tout ramener à l'handicap. Ça ne se passe pas bien parce que je suis autiste, ça ne se passe pas bien parce que je suis en fauteuil, parce qu'on a parlé de handicap mental, mais il y a aussi du handicap psychomoteur. Voilà. Ouais. L'éducation, l'environnement familial, le caractère de la personne sont tous des facteurs dont il faut tenir compte et faire vraiment cette différenciation entre les deux, parce qu'on va tenir compte de l'handicap, mais pas d'un trait de caractère à ce moment-là. Pouvez-nous raconter l'une ou l'autre anecdote à ce sujet-là, parce qu'il doit y en avoir beaucoup. J'ai un jeune qui a intégré début d'année un Carrefour Express au siège principal de l'OTAN à Bruxelles. Et ce garçon est porteur d'autisme et TDAH, et il a surtout oublié d'être bête. Et donc, dans certains cas, il va vouloir utiliser ces justifications pour justement justifier, on va dire, une maladresse ou un manquement. Et c'est là qu'il faut faire très attention, parce que sinon le gérant de magasin, l'entrepreneur ne s'en sort jamais. Et donc, arriver à l'heure, ce n'est pas lié à son handicap. C'est juste au fait, c'est une gestion de sa vie quotidienne, et c'est aussi une partie de mon accompagnement. C'est que cette autonomie qu'il va commencer à gagner à travers son emploi, qu'il puisse la transposer au quotidien et en tirer bénéfice. Et là où c'est aussi important, ça dépend de l'âge évidemment, c'est l'accompagnement des parents. Ils ont cette bienveillance parentale qui peut être un grand frein, par exemple, pour leur enfant. Parce que, comme tout parent, on a envie de protéger son enfant de tout, mais on le limite dans certaines choses, et surtout quand on a un enfant porteur de handicap. Après, je ne leur jetterai jamais la pierre parce que c'est très compliqué. Je pense que c'est vraiment un parcours du combattant pour les parents. Vous êtes là tout le temps, ou parfois vous disparaissez et c'est normal, c'est fait exprès? Oui, parce que Oui, vous êtes là tout le temps, ou oui, vous disparaissez? Alors, au début, je suis très présent, mais je dois veiller à ne pas créer un rapport de dépendance chez le candidat. Sinon, ses performances vont être dictées par ma présence ou non. Et donc, je joue un peu sur un fil, souvent. Donc, quand je vois que la personne peut travailler seule, entre guillemets, je l'abandonne et je le regarde de loin, on va dire. En fait, l'accompagnement spécifique, en général, dure une bonne semaine de travail. Et je sens à quel moment je dois prendre du large pour qu'il puisse justement se diriger vers son mentor, par exemple, et arrêter de... C'est ça, et avoir un autre référent, un autre interlocuteur qui, lui, est présent de manière pérenne dans la structure. On le sent bien en vous écoutant que c'est une vision émancipatrice de l'accompagnement que vous portez. Alors, elle se traduit par cette définition de la juste distance entre la personne accompagnée et vous. Mais il y a autre chose que vous aimez faire aussi et qui est extrêmement intéressant, j'aimerais qu'on en parle, c'est l'idée que d'autres personnes porteuses de handicap deviennent elles-mêmes formatrices ou accompagnatrices, au moins pour partie, de leur père. C'est une idée qui a germé un jour dans votre cerveau, que vous avez trouvé quelque part, et ça change quoi de faire ça? Ça change tout. Ça a germé dans mon esprit il y a 5 ou 6 ans. Tout simplement parce que je formais une équipe, et à un moment donné, je me suis dit, mais le garçon qui est en face de moi peut très facilement me dire: tu as facile à me dire que je vais y arriver, mais tu n'as pas d'handicap, toi. Et il faut savoir vraiment que toutes les personnes que j'accompagne, leur point commun, au-delà du fait qu'ils soient tous porteurs de handicap, c'est le manque de confiance en soi. C'est cruel, mais c'est comme ça. Et on le ressent très fort. Et donc, je me suis dit, si j'arrive, et je l'ai mis en pratique très vite, à faire accompagner
les nouveaux candidats par des anciens, je pense que je vais accélérer ce processus justement de gain de confiance en soi. Et en plus, pour reprendre un peu ce que disait Jérémy aussi, je pense, il disait produire, apprendre, transmettre. Et pour moi, les deux derniers sont très fortement liés, parce que ce que je communique justement, c'est que pour moi, la meilleure façon de démontrer qu'on a appris, c'est de pouvoir transmettre. Et au final, c'est bénéfique pour les deux parties. Et d'une certaine façon, je pense qu'ils apportent un plus à la formation parce que le formateur a le vécu de cette formation qu'il va transmettre. Parce qu'il faut savoir que dans ce domaine, ce qui est magnifique dans toutes les équipes que j'ai accompagnées, c'est qu'il y a une absence d'ego qui est pour moi un des cancers des rapports humains. Et donc, la personne va transmettre sans se soucier si la personne va être meilleure que lui ou s'il en a dit trop ou pas assez. Il va tout simplement transmettre et se sentir valorisé du fait de transmettre. Et ça accélère finalement l'intégration de la personne. Et je le mets en pratique maintenant depuis plusieurs années. On revient 2 secondes sur ce jeune homme que vous évoquiez tout à l'heure. C'est quoi son prénom d'ailleurs ? Paddy. Voilà, Paddy. Donc Paddy, il est employé à la caisse dans un supermarché. Dans le magasin en général. Dans le magasin, voilà, dans un supermarché qui se niche effectivement dans le quartier de l'OTAN à Bruxelles. Une clientèle très particulière, anglophone, pas toujours très ouverte à la discussion. Ah bah ça, je vous le laisse. Pas toujours. Pardon à toutes les personnes de l'OTAN qui écouteront ce replay. Voilà. C'est intéressant parce qu'au fil du temps, vous m'avez dit, Paddy, c'est presque devenu la mascotte. Et aujourd'hui, ces gens qui rentraient dans le magasin avec le visage un peu fermé et pas vraiment cette envie de discuter, ils se bousculent pour passer à sa caisse ou pour passer dans le rayon où il est pour entamer un petit bout de discussion. Pourquoi ? Parce qu'il va aller chercher là où d'autres n'iraient pas aller chercher. Il les bouscule avec des approches plus frontales, sans filtre. C'est exactement ça. C'est le sans filtre. Oui. Donc il va vous dire ce qu'il pense au moment où il le pense. Par exemple ? Il va vous dire que hier vous aviez acheté la même chose et pourquoi alors que quelqu'un ne va pas forcément vous le demander. Dites donc, 3 jours, 3 pots de maillot, qu'est-ce qui se passe chez vous, quoi ? C'est ça ? Ouais. Et au final, ça va. Il faut savoir qu'on est dans un environnement, par exemple, qui est assez stressant où le secret doit être toujours gardé, on ne peut pas discuter partout de tout. Il y a des affiches partout dans le siège central de l'OTAN. Et Paddy est devenu un peu cet élément libre, parce que c'est vraiment ça, qui va vous apporter ce que nul autre ne peut vous apporter dans cet environnement où il y a 3000 personnes qui travaillent. Et donc, je me souviens très bien, quand j'ai rencontré la gérante la première fois, elle m'a dit, alors il y a 2 problématiques dans ce magasin. La cohésion d'équipe n'est pas au top. Et il y a des clients qui ne sont pas très sympathiques, qui ne disent pas bonjour et tout ça. Et elle m'avait indiqué des clients. Et ces clients, aujourd'hui, se dirigent vers Paddy, en général, et lui parlent, alors qu'avant, il ne disait quasiment pas bonjour aux autres membres du personnel. Et ça a recentré un peu les problématiques relationnelles des employés. Parce qu'au final, quand vous regardez Paddy, vous vous dites, mais lui, il a vraiment un problème. Et est-ce que le mien en est réellement un ? Bon, on ne va pas faire d'angélisme, parce que jusqu'ici, on a dépeint des situations où les choses se mettaient bien, j'ai envie de dire, où on voyait émerger des bénéfices à la fois pour la personne en situation de handicap, ses collègues, son patron, les clients, ok. Mais est-ce que ça marche à tous les coups ? Est-ce que vous avez déjà rencontré des situations d'échec ? Et plus largement, quels sont les freins récurrents auxquels vous vous heurtez dans le cadre de processus d'intégration comme ceux-là ? Le premier, c'est triste à dire, c'est l'environnement familial. C'est vraiment... Parce que souvent, on me demande quelle est la qualité que doit avoir un candidat. Pour moi, il ne doit en avoir qu'une, c'est sa volonté. La volonté de vouloir réellement le faire et de chercher un emploi. Après, des fois, elle se confronte à des réalités familiales contraignantes, qui peuvent aller sur le côté financier,
ou de croyances, par exemple aussi. Et donc, pour moi, c'est le premier frein, réellement. Ensuite, il y a les freins administratifs. Rien n'est facilité. Donc en Belgique, tout est géré par 3 régions et par exemple, je ne peux jamais faire engager un jeune d'une des régions parce que contractuellement, c'est impensable pour l'employeur. Et ensuite, il y a le parcours scolaire en général. Souvent, ces jeunes sont issus d'écoles spécialisées. Et la formation, des fois, n'est pas optimale. Donc on doit parfois faire rentrer un rond dans un carré et c'est là que c'est compliqué, malgré toute l'huile que vous mettez dans les rouages. L'inclusion de personnes en situation de handicap, ça fait encore peur aux patrons aujourd'hui? Oui. Oui, parce qu'il y a encore cet inconnu. On essaye de théoriser ça beaucoup. Moi, je fais un peu l'inverse. J'essaye de le rendre pratique. De démontrer par l'exemple. Voilà. Et c'est pour ça que depuis 5 mois, il y a une jeune fille qui m'accompagne, qui est porteuse de handicap, que j'ai formée pendant 3 ans. Et même pour l'employeur, ça facilite la démarche. Parce que quand elle voit arriver cette personne qui est en train d'en former une autre, ça sensibilise encore plus. Mais clairement, les freins administratifs, les questionnements, la situation économique actuelle, il faut faire très attention pour l'instant à la situation économique, en tout cas en Belgique. Et donc, tous ces freins-là pour l'employeur sont réels, mais je pense que c'est la méconnaissance des types de contrats possibles, des avantages possibles, parce qu'il faut aussi les évoquer. Donc vos recommandations, parce qu'on arrive à peu de choses près à la fin de notre entretien, vos recommandations aux chefs d'entreprise d'aujourd'hui, c'est il y a de vraies opportunités, ça peut être intéressant pour toutes les parties concernées, vous, votre équipe, la personne que vous accueillerez et que vous intégrerez, mais renseignez-vous, c'est peut-être pas aussi compliqué que ça n'en a l'air, c'est ça l'idée? Oui, l'idée c'est vraiment ça, et c'est une source de candidats volontaires et impliqués. C'est ça, et des talents dont on aurait bien tort de se passer, c'est voilà. Ça? Bon, tout à fait. En substance, le message. Pour certains, vous les accompagnez depuis combien de temps, Massimo? Pardon? Pour certains de vos talents, vous les accompagnez depuis combien de temps? Parce qu'on évoquait ces piqûres de rappel. Alors, dans une entrée en entreprise, au restaurant, c'était différent parce que voilà, j'en ai accompagné certains pendant 5-6 ans, mais c'est parce que je gérais le restaurant aussi. Mais je dirais que 1 an, un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an, le temps de leur mettre réellement le pied à l'étrier. Moi, voilà ce que je retiens, entre autres choses, de notre entretien. Les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap dont on parle, ce sont des talents dont on aurait bien tort de se passer en entreprise. Et vous êtes là tous les jours sur le terrain pour le rappeler à celles et ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Massimo Pellegrino, ce matin pour parler d'inclusion